Salut à tous. Merci pour votre soutien. Nouvelle vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de la lecture du schéma. Voilà. Il y a beaucoup qui m'appellent, qui m'envoient des messages, qui me demandent de les aider à lire les schémas. Voilà. Ce que je peux dire à ce sujet, frère, pour lire le schéma, il faut que vous compreniez le fonctionnement de la carte mère. C'est obligatoire. Parce que si vous ne comprenez pas le fonctionnement de la carte mère, vous ne pourrez pas lire le schéma. Voilà. C'est comme un élève qui est peut-être en classe de 6e ou bien de 5e. Vous allez lui donner un livre de philosophie de niveau terminal. C'est vrai, de manière littérale, il peut lire le livre, mais il ne comprend rien. Ça va l'embrouiller, il ne va pas comprendre. Donc, pour pouvoir lire ce livre et puis comprendre, il faut avoir le niveau terminal ou bien supérieur. C'est la même chose dans le domaine de la carte mère. Voilà. Moi, je ne suis pas un pilote. Voilà. Mais si un pilote me donne son livre, de manière littérale, je vais lire. Mais je ne vais pas comprendre les thèmes techniques qu'il utilise. Hein? Il y a des panneaux de signalisation qu'il utilise. Je ne peux pas comprendre. Est-ce que vous voyez? Donc, je ne peux pas lui dire, donne-moi ton livre, je vais lire. Non. Pour que je puisse lire son livre et puis comprendre comme lui le comprend, il faut que je fasse des études d'aéronautique. Il faut qu'on me forme pour me dire que tel panneau, voilà ce que ça veut dire. Tel signe, voilà ce que ça veut dire. Est-ce que vous voyez? Et là, quand je vois, je peux comprendre et puis lire facilement. Mais si tel n'est pas le cas, vous allez ramasser ce livre, on va vous donner cadeau. Ça ne va pas vous servir, vous ne pourrez pas lire. Voilà. Il y a beaucoup qui, dans le temps, qui m'appelaient pour dire, est-ce que tu as un livre qui est un support de cours? Tu as un support de cours? Il y a beaucoup, quand ils se sont inscrits à mes cours, je leur ai donné ces livres-là gratuitement. Voilà. La plupart des gens qui s'inscrivent, souvent, je leur donne ces livres-là que j'ai, les supports de cours que moi-même je fais. Je leur donne, mais ils n'arrivent pas à comprendre. Voilà. Pour qu'ils puissent comprendre, c'est quand on est avancé dans les cours qu'ils comprennent certaines notions. Quand leur niveau commence à s'élever, le niveau s'élève et puis comprennent le fonctionnement de la carte mère, les puces, les divers éléments de la carte mère, la communication entre ces éléments-là, quand ils comprennent, automatiquement, ils comprennent le livre, ils comprennent les schémas. Voilà. Moi qui vous parle, frère, je n'ai pas subi de cours de lecture de schéma. Non. Voilà. Les diverses formations que j'ai eu à faire, je n'ai pas eu de chapitre lecture de schéma. Non, non, non. Voilà. J'ai appris le fonctionnement de chaque élément de la carte mère, chaque puce. Chaque élément de la carte mère, j'ai étudié son fonctionnement, son rôle. Et puis, quelle est la communication, les interactions entre les différents éléments de la carte mère. Et quand on m'a appris ça, ça m'a permis de lire moi-même le schéma. Parce que quand je vois l'élément, je dis, ah, ici par exemple, voilà GPU. GPU N16. Ça, c'est quoi? Ça, c'est une carte graphique dédiée qu'on appelle discrète. Voilà. Donc, je sais que ça, c'est une carte graphique dédiée qui est liée. Hein? Donc, maintenant, quand je vois qu'il est lié au processeur. Le processeur, c'est Broadwell. Est-ce que vous voyez? Donc, par PCI Express, cette carte graphique-là communique avec le processeur. Cette carte graphique même a ses RAM. Vous voyez, VRAM. C'est VRAM DDR3 a ses RAM. C'est une carte graphique qui est autonome. La carte a son propre cristal. Hein? La carte a son propre cristal, son horloge. Elle est indépendante. Est-ce que vous voyez? Elle ne dépend pas du processeur. Elle est indépendante. C'est-à-dire qu'elle peut travailler librement sans venir empiéter sur la RAM principale qui est là. Elle est DDR3L. Elle n'empiète pas sur ça. Est-ce que vous voyez? Mais c'est parce qu'il faut comprendre. Par exemple, ici, EDP. EDP, c'est quoi? C'est l'afficheur, c'est l'écran. L'écran 30 pins. C'est ça qu'on appelle EDP. L'écran 40 pins, c'est LVDS. Est-ce que vous voyez? Mais si on vous a pas enseigné, vous allez comprendre comment. Vous voyez ici, par exemple, arrobase. Chaque fois que vous voyez arrobase, ça veut dire que ça, c'est les éléments, bilan matériel, c'est les éléments facultatifs. C'est les éléments qui sont là. Vous voyez? Chaque constructeur a son signe. Quanta, c'est étoile, les éléments facultatifs. Compal, c'est arrobase. Azus, arrobase. Wistron, DY. Est-ce que vous voyez? Quand vous voyez par exemple DY, à côté de ces résistances,
Ça veut dire que la résistance là est facultative sur la carte mère. Elle peut être présente sur votre carte mère comme ne pas être présente. Mais ce n'est pas un défaut. À moins que quelqu'un n'ait dessoudé. Voilà. Sinon, s'ils n'ont pas dessoudé, si vous prenez votre carte mère que l'élément n'est pas présent, ça ne peut pas empêcher la carte mère de fonctionner. Seulement, il y a une option. Ça veut dire qu'il y a une option de la carte mère qui n'est pas là. On peut fabriquer une carte mère cette année. Mais cette même carte mère, on peut mettre à jour dans 2 ans. Et cette année, vous allez voir que ce récent R2008 n'est pas là. Mais quand vous allez prendre la mise à jour, la révision 1 ou révision 2 dans 2 ans, vous allez voir que peut-être que la résistance est là. Mais la présence de ces résistances va faire que il y a un élément qui va s'ajouter ou bien qui va se retrancher. Voilà. Donc, c'est des éléments, vous allez voir sur la carte, mais soit la place de l'élément est là, mais il n'y a rien. Ça ne veut pas dire que c'est dessoudé. Ça veut dire que l'ordinateur futur qui va sortir de cette même série, il y a une option qu'on va ajouter. Peut-être il n'y a pas empreinte digitale aujourd'hui, mais dans 2 ans, l'autre HP 2000 qui va sortir, on va mettre empreinte digitale. Donc, vous allez voir, la résistance sera là. Mais si on ne vous a pas enseigné que DY, que ça veut dire que l'élément est facultatif, vous ne pouvez pas comprendre. Même ici, quand vous voyez 0, R, 2J, ça veut dire quoi? Ça veut dire ici, on a 0 ohm. 0,2. C'est ce que ça veut dire. 0,2. Ici, la résistance est 0,2. Et puis, quand vous voyez ici, par exemple, les GP ici. Ici, là, c'est la marge d'erreur. À tout moment, vous allez voir, ici, vous voyez par exemple F. C'est la marge d'erreur. Il y a un autre tableau où on va donner ces indications. Quand vous voyez F, quand vous voyez J, quand vous voyez GP, ça veut dire quoi? C'est la marge d'erreur. Vous avez, voilà, il y a des marges d'erreur de 1%, 2%, 30%. Voilà, j'ai un autre tableau là-bas. Un autre, je vais vous faire sortir. Donc, quand vous allez voir ces éléments-là, voilà, ce n'est pas des éléments au hasard. Ça veut dire que le blanc qui a fabriqué ça là, il n'est pas bête. Voilà, donc quand il met le GP, souvent les gens pensent que ça reprend quelque chose. C'est la marge d'erreur. La marge d'erreur, ça veut dire que c'est récent de 0 ohm 2. C'est récent de 0 ohm 2, ou bien ici, vous voyez ici 10 kilo. Voilà, il y a une marge d'erreur, on peut dire 1%. Ici, par exemple, vous voyez qu'ils ont bien mis 1%. Vous voyez, ils ont bien mis 1%. Mais ici, ils ont mis F. F là, il y a un tableau qui va donner, qui va dire, je prends un exemple simple, qui va dire que quand on met F, ça dit que c'est plus ou moins 5%. Voilà, ça c'est un exemple que je donne. Je n'ai pas le tableau devant. Voilà, donc vous voyez qu'on peut mettre carrément 1%, qu'on peut mettre F, on peut mettre GP, on peut mettre d'autres choses encore. Voilà, mais il y a des tableaux de correspondance qui vont vous permettre de savoir quelle est la marge de... Frère, si on ne vous a pas enseigné ça, vous allez comprendre ça comment? Voilà. Donc, ce que nous on demande là, on vous encourage à venir vous former. Parce que vous, si vous n'êtes pas formé là, ça, vous ne pouvez pas lire le schéma. C'est comme vous donner, par exemple, quelqu'un qui a fait l'économie, il va préparer un budget, son livre blanc de budget, ou bien son livre dans lequel il a préparé le budget. Si vous donne pour lire, vous allez lire les chiffres. Vous allez lire par exemple 1 million, 2 millions, 3 millions. Il va mettre des signes, des mots devant. Vous allez lire ces mots, mais vous n'allez pas comprendre. Voilà, vous n'allez pas comprendre parce que ce n'est pas votre domaine. Vous n'avez pas ce niveau-là. Vous n'allez pas avoir ce niveau. Quelqu'un qui est pilote, son livre qu'il prend pour piloter, quand il va me donner les signes, les panneaux de signalisation, je vois, mais je ne peux pas comprendre. Les thèmes techniques qu'il voit, je ne peux pas comprendre, ce n'est pas mon domaine, je n'ai pas son niveau. Donc, pour pouvoir lire un schéma d'une carte mère, il faut avoir le niveau. Et le niveau là, c'est quand vous allez vous former, que vous allez avoir ce niveau. Sinon, si vous n'êtes pas formé, frère, vous ne pourrez pas lire le schéma. Peut-être les petits trucs, par exemple, même l'appui de charge, mais vous prenez... Même il y a beaucoup qui ont fait formation, mais quand vous leur donnez l'appui de charge, à part le VCC, l'alimentation et puis assez de tête, assez ok. Les autres signaux là, quand vous leur demandez, ils ne peuvent pas expliquer. Ils ne savent pas à quoi ça sert. Voilà. Quand le signal qui vient sur cette patte là ne fonctionne pas, ça veut dire quoi? Quel est le problème? Ils ne comprennent pas. Quand on dit on sait lire un schéma là, c'est de comprendre le schéma, c'est tout. Comprendre le schéma.
Si vous voyez. Ici, vous voyez par exemple, voilà une RAM DDR5. Vous allez prendre le schéma où cette RAM-là est. Mais si vous ne connaissez pas le rôle de chaque élément, ici, one rank, voilà, voilà un rank qui est là. On appelle ça rank. Souvent, les signaux des ranks, les gens ne comprennent pas. Mais si c'est pas que ça, c'est un rank. Et puis, il fonctionne comment? Ici, vous voyez, ici, il y a une puce. La DDR5 est venue avec sa puce. Et cette puce-là, quel est son rôle? Quel est le rôle de cette puce? Les autres RAM, DDR3, DDR4, DDR4L, voilà, il y a une puce qui va envoyer la tension sur le slot des SODIMM, le slot SODIMM. Et les tensions et les signaux vont venir sur les pattes en argent, en or là, ou bien en cuivre. Les tensions et les signaux vont venir sur ces dents là. Et ça va permettre à la RAM d'être alimentée et puis de fonctionner. Si vous voyez. Mais la DDR5 est venue, la même puce est là, la puce de la RAM. Les DDR3, elles vont dégager 1.35 volts. Les DDR3, 1.35 volts. Le VTT sera la moitié. Est-ce que vous voyez? Il y a les VRF, tout cela vont venir. Au niveau de la DDR5, il y a une puce qui vient s'ajouter ici. Cette puce-là va jouer le rôle de stabilisateur, va venir stabiliser la tension et les signaux dans le slot. Vous voyez. Donc c'est un élément de garantie qui va venir stabiliser le slot de sorte que le slot va fonctionner à merveille et la RAM sera plus rapide. Voilà, cette puce va régulariser aussi la température de la RAM du slot. En fait, cette puce là joue vraiment un rôle capital. Bon, si vous ne savez pas ça, vous ne savez pas tout ça, vous allez prendre le schéma. Quand vous prenez le schéma, voilà, vous faites comment? Vous allez partir regarder le slot, mais vous ne pourrez rien faire. Si vous ne comprenez pas comment ça fonctionne, vous allez dire comme voilà. Donc, je ne vais pas long, frère. Si vous voulez maîtriser la lecture du schéma, c'est d'être formé. Si vous êtes formé, vous n'avez pas besoin d'apprentissage de schéma. Voilà. Les étudiants qu'on forme là, il n'y a pas de chapitre lecture du schéma. Non, 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 non. On leur montre le fonctionnement de la carte mère, de tous les éléments de la carte mère, des interactions, de leur communication. Et quand ils ont ça, et même quand ils prennent un schéma déjà, en fonction de ce qu'ils cherchent, il peut aller à la page et puis lire la page. On ne lit pas un schéma comme un livre pour dire que je vais lire de la page 1. Ici, ce schéma-là fait 47 pages. Mais je ne vais pas lire de la page 1 à la page 47 pour chercher mon problème. Non, ça ne se passe pas comme ça. Quand on vous a formé, en fonction du comportement de la carte mère, vous pouvez savoir que le problème se situe à tel niveau. Peut-être le problème se situe au niveau du PCH. Donc, vous allez prendre la page où se trouve le PCH. Vous allez prendre la page où se trouve le PCH. Est-ce que vous voyez? Donc, vous partez à la page numéro 1 qu'on appelle le bloc diagramme. On va vous dire où se trouve le PCH. Est-ce que vous voyez? Ici, par exemple, ce schéma. Je vais prendre ce schéma-là. Ce schéma, par exemple, on va me dire où se trouve le PCH. Où est le PCH? Voilà. Voilà le PCH ici. On nous dit que ce PCH-là est intégré au processeur. Vous voyez? Le PCH est dans le processeur. Et c'est à quelle page? On me dit que c'est de page 2 à page 11 que je peux aller voir le PCH. Donc, page 2 à page 11. Ici, je suis à la page 1. Voilà. Mais voilà ici. Voilà la page. Ah, c'est quelle page? Je descends. Voilà. Voilà, le processeur est combiné au PCH. Voilà. Donc, voilà les pages. Ici, à la page 2. Voilà. Donc, en fonction de ce que je cherche, voilà. Je peux chercher un signal. Je peux chercher une tension. Je viens ici et puis je cherche. Les tensions, en général, c'est vers les dernières pages. Voilà. Donc, je vais, si c'est une tension, je cherche, je vais vers les dernières pages. Voilà. Et je vais chercher les tensions. Peut-être dans Power, je vais chercher les tensions. Voilà. Vous voyez ici. Voilà. Voilà. Donc, je vais dans Power
par exemple, si je descends, on m'a dit quelle page? On nous a dit de page 2 à page combien? 13. Donc je peux taper 13 ici. Je vais trouver ici, c'est combien? 13. Voilà, ici je suis à la page 13. Voilà, en général les dernières pages là, les tensions sont là-bas et la masse. Voilà, donc page 13, je vais monter un peu. Voilà, vous voyez, voilà la masse ici. La masse ici. Donc juste en haut, j'aurai les tensions. Ouais, voilà les tensions PLL. Voilà, ça c'est les tensions. Voilà, ici c'est les tensions. Voilà, donc si c'est les tensions que je cherche, je viens par exemple sur cette page. Et en fonction de mon problème, comme je suis formé, je sais que peut-être c'est la 1.05 V S5 là, au niveau du PCH là, qui déconne. Voilà, ou bien cette tension qui est là, 3 volts est ici, au niveau du PCH ici, dans le secteur RTC area, c'est ce secteur là qui déconne. Donc je viens là. Voilà. Sinon, c'est pas au hasard. Vous venez ici par exemple, sur cette page, vous allez avoir les tensions essentielles qui sont sur la carte, mais veine, qui mesure entre 10 et 19 volts. Entre 10 et 19 volts, la veine. Veine, la description c'est quoi? Son rôle, c'est l'alimentation principale. Il est contrôlé par quel signal? Cette veine là est présente à tout moment. C'est quoi on a mis always. Dès que vous branchez le chargeur, c'est présent. Et cette veine est activée à quel moment? On dit elle est présente à tout moment. Si vous voyez, dès que vous branchez, ça est là. Si vous voyez, je prends par exemple ce signal à 5 volts. Plus 5 volts. Voilà, on me dit ça mesure 5 volts. USB power, voilà, ça alimente les USB et cette tension est là à quel moment? C'est contrôlé par le signal S5 on. S5 on, c'est l'iOS qui fait sortir ce signal là. Et à quel état? On me dit que c'est à l'état de S0. Voilà, ça dit que cette tension peut être là à S0, ça peut être là à S5, à S3. On me dit de S0, S3. Chose de S5. Voilà, ça peut être là à S0, ça peut être là à S5. Est-ce que vous voyez? Ça peut être là. Ça veut dire que dès que vous branchez le chargeur, vous pouvez avoir cette tension là. Dans le cadre de cette carte mère, frère, chaque carte mère est spécifique. Voilà, c'est quoi on dit aux gens souvent? Non, apprends-moi. Non. Tu vas prendre un schéma ici. Ce que tu vas lire là, tu vas prendre l'autre schéma qui est là. C'est pas la même chose. Voilà, vous allez prendre ce schéma qui est ici. Chaque carte mère là est spécifique. Vous allez voir qu'il y a des cartes mères où les ports USB là sont alimentés seulement à S0. Voilà, c'est à l'état S0 que les ports USB sont alimentés. Mais à d'autres cartes mères, vous allez voir que c'est à l'état S5, comme on vient de le dire, ça arrive à S5. L'élément alimenté. Ici, voilà un port diagramme de une puce RT8205L. Cette puce là, quel est son rôle? Ça, c'est une puce qu'on appelle puce 3 volts 5 volts. C'est une puce phare que pratiquement même ceux qui n'ont pas fait d'études connaissent. C'est son power diagramme. Ça veut dire que quand vous cassez la carte, la puce à l'intérieur, les éléments qui sont à l'intérieur de la puce, voilà ces éléments là. C'est pas tous, mais c'est les éléments essentiels qui sont là. Mais si on vous a pas expliqué, vous pouvez pas comprendre comment ça fonctionne. Quand vous voyez le diagramme comme ça, comment ça fonctionne? Il faut qu'on vous explique. Il faut qu'on vous enseigne. Par exemple, ici, ce signal-là, ça veut dire quoi? Ce signal veut dire que la puce génère automatiquement une tension. Cette tension qui est là, VRS5, à l'intérieur, là, c'est la puce même qui génère ça. Dès que la puce a le vein, dès que la puce reçoit ce vein-là, elle-même, elle va générer automatiquement cette tension à l'interne, ce courant là, elle va générer ça à l'interne. Vous voyez, ça dit que c'est pas, voilà, c'est la puce même qui génère ça. Voilà, c'est pas un, comment on appelle ça? C'est pas un régulateur qui va créer cette tension là. Cette tension est créée par la puce elle-même en interne, un régulateur interne. C'est lui-même. La puce même
crée ça de manière interne. Est-ce que vous voyez? Voilà. Par exemple, si on vous explique pas ça, vous allez comprendre quoi? Frère, donc bref, on vous invite à venir vous inscrire et puis on va vous expliquer. Sinon, le schéma là, vous n'allez jamais voir un livre où on vous explique la lecture du schéma. Ça n'existe pas. Parce que chaque schéma est spécifique. Mais si vous comprenez le fonctionnement de la carte mère, quel que soit le schéma qui sera devant vous, vous allez lire facilement le schéma et vous allez dépanner votre carte mère. Voilà. C'est quoi? Souvent, voilà, vous voyez ici par exemple, j'avais un truc ici, je ne sais pas s'il est là. Un truc ici. Il y avait un élément ici. Voilà. Ici, par exemple, vous voyez cette page. C'est la page 16. De cette carte mère. À la page 16. On va parler ça un peu. Bon, voilà des tensions ici. Vous voyez ici, par exemple, on nous dit que tension P3V3DS. Tension P3V3DS. Cette tension-là va passer ce MOSFET, cette tension-là traverse le MOSFET Q7004 pour devenir P3V3S. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Est-ce que vous voyez? Quelqu'un qui n'a pas appris, mais comment il va lire ça? Il voit que c'est une tension P3V3. Et puis ici, on voit P3V3S. Ça veut dire quoi? Voilà. Ici, le MOSFET qui est ici là va switcher cette tension là en tension S0. Ça, c'est une tension source. Voilà. Ça, c'est une tension source. La tension P3V3DS ici, c'est une tension source. Et on nous dit que le MOSFET va switcher cette tension là en une tension ici, c'est une tension S0. Ici, la machine est en état de veille, en tension source. Il est dans le sommeil, il est en train de chercher à se réveiller. Mais ici, la machine est réveillée, ça tourne. Voilà. Voilà. Donc, ici, par exemple, s'il y a une carte mère qui s'allume et puis s'éteint, dès que vous appuyez le bouton Power, vous voyez la LED et puis ça s'éteint. La plupart du temps, comme je vous ai déjà expliqué, c'est une tension S0 qui n'arrive pas à s'établir. Ça veut dire qu'il y a un switch ici, un MOSFET ici, qui a un souci. Il n'arrive pas à faire passer cette tension source en S0. Et donc la machine va s'éteindre. Si c'est une tension qui est primordiale pour l'allumage de la carte mère, ça va s'éteindre. Ici c'est la même chose. Va faire passer 5 volts source là, un 5 volts S0. Si vous voyez. Voilà. Donc il faut comprendre. Il faut comprendre, frère. Voilà. Venez vous inscrire pour comprendre. Si vous comprenez le schéma, vous allez lire ça tranquillement. Je voulais vous montrer quelque chose ici sur quoi les... Ouais, c'est pas si c'est ceux-là. Je vais envoyer en bas ici. Ok, c'est pas là. C'est pas ici. Ici. Est-ce que c'est pas ici? Ok, bref. Chers amis, chers frères, la lecture du schéma n'est pas compliquée. La lecture du schéma n'est pas du tout compliquée. Si vous comprenez le fonctionnement de la carte mère. Le professeur Cassel a initié les samedis Cassel, 10h GMT. Il invite tout le monde, tous ceux qui ont soif de connaissances. On vous invite à venir poser vos préoccupations pour qu'on essaie de vous aider. Voilà, chaque samedi à 10h GMT. Il y a des gens qui viennent, il y a des gens qui ne viennent pas. Mais nous sommes quand même là. Si vous venez, nous sommes là. Si vous n'êtes pas venu aussi, nous sommes là. On reçoit ceux qui viennent et ils posent leurs problèmes. On essaie de les aider. Si vous voyez. Parce qu'on n'a pas le temps. Le professeur n'a pas le temps de venir chaque jour pour vous expliquer certaines choses. Ce que je suis en train de dire là, de vous expliquer, je n'ai pas le temps pour faire ça. Voilà. C'est pourquoi je donne samedi. Là, quand vous venez, on cause. Chacun pose par sa préoccupation. Est-ce que vous voyez?
Parce que quand nous faisons sortir des vidéos, on ne connaît pas vos préoccupations. Peut-être qu'il y a certains, comme je l'ai dit là, eux, ce qui leur préoccupe, comment savoir lire un schéma. Mais à certains, vraiment, quand il y a une carte mère là, que je branche le chargeur, et puis il y a une LED sur le chargeur qui s'éteint, ça fait penser à quoi? Comment je peux gérer ça? Moi, ma carte mère là, ça chauffe, ça s'éteint. Moi, ma carte mère là, quand je branche, il n'y a pas éclairage. Quand il n'y a pas éclairage, ou bien il n'y a rien à l'écran, comment j'aborde le problème? Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, quand vous venez vous poser ces préoccupations-là, on peut vous guider. Ce n'est pas qu'on va vous donner de manière magique une solution. Non, non, non. Détrompez-vous. Tous ceux qui pensent que le dépannage, c'est magique. Ça veut dire que dès que la carte mère arrive, automatiquement, vous savez de quoi il s'agit. Vous dessoudez une puce et puis ça marche. Frère, ça ne marche pas comme ça, c'est faux. Voilà. Quand la carte mère arrive, ce que le client dit, vous l'écoutez. Et quand vous finissez de l'écouter, c'est un peu comme un véhicule. Quand le client vient, il explique le problème de la voiture. Quand il finit, le mécanicien l'écoute et s'il le faut, le mécanicien peut dire « Donnez-moi la clé, je vais faire un tour pour voir. » Ou bien « Donnez-moi la clé comptable, je vais essayer d'allumer pour voir en fonction du problème. » Voilà. Et donc, il y a des tests à faire. Quand le client va finir de vous expliquer, ou même là, vous pouvez vérifier le problème que le client a exposé. Est-ce que le problème est réel? Quand vous avez fini de vérifier, il y a des tests. Vous pouvez procéder à des tests en fonction de l'hypothèse. Parce que quand vous avez vérifié le problème que le client a expliqué, ça vous fait penser à certaines pannes. Vous pouvez penser à 3, 4, 5, même 10 pannes. Et puis vous prenez chaque panne là, vous suivez chaque hypothèse, vous essayez de faire des tests pour suivre. Si c'est ça, votre problème est réglé. Si ce n'est pas ça, vous continuez à chercher. Ça veut dire que vous éliminez les hypothèses une à une. Est-ce que vous voyez? Voilà. Une carte mère peut avoir un souci dans plusieurs secteurs. Souvent les gens pensent que c'est un souci. Non. Une carte mère peut avoir un souci au niveau de l'appui de charge et puis au niveau du processeur. De sorte, vous allez régler au niveau de l'appui de charge, mais vous voyez que la carte mère a un autre souci. Et après, vous allez chercher pour régler. Mais souvent, les gens pensent que c'est un seul problème. Non. La carte mère peut avoir un souci dans 2 secteurs, dans un secteur, dans 3 secteurs, dans beaucoup de secteurs. Mais on règle ça au fur et à mesure. C'est pourquoi il faut comprendre. Mais si vous ne comprenez pas, comme la plupart des gens, ils vont sur Internet. Il y a le professeur Cassel, ou bien tel ou tel professeur, ou bien tel technicien. Tous ceux qui sont sur YouTube, ils ont dépanné une carte mère et quand ils prennent leur carte mère là, ils veulent forcément procéder de la même manière. Frère, vous n'avez pas les mêmes hypothèses, donc vous ne pouvez pas procéder de la même manière. Mon écran, mon backlight enable de l'écran là, le backlight enable là, peut ne pas venir, l'écran va rester noir. Le backlight enable peut venir, mais le fusible, souvent la dinette va traverser un fusible avant d'arriver à l'écran. Le fusible peut être grillé. L'écran peut rester noir. Si vous voyez. Le PCA lui-même qui envoie le signal, ou bien la carte graphique, la disquette qui envoie le signal, il peut avoir un souci et puis il n'arrive pas à envoyer le signal. L'écran va rester noir. Est-ce que vous voyez? Le signal peut venir, mais sur la roue, il y a un condensateur, ou bien une récente qui est coupée, un condensateur qui est en cours. L'écran va rester noir. L'écran lui-même, la nappe peut être coupée. La nappe peut être défaillante. Et l'écran va rester noir. L'écran lui-même, là, il peut être grillé. Si c'est un écran peut-être EDP, si l'écran a un souci, soit il est grillé, ou bien la puce EDID n'est pas bien alimentée, l'écran ne pourra pas envoyer le signal EDP HPD. Soit la carte graphique, ou bien au PCA, ou bien au processeur, celui qui envoie l'image. Celui qui envoie les images, les TXT, il n'arrive pas à envoyer ces signaux-là différentiels. Si les signaux différentiels ne viennent pas, bon, l'écran il va rester là. Parce que le EDP HPD n'est pas arrivé. Donc, le processeur ne va pas envoyer les différentiels. L'écran va rester. Vous voyez qu'il y a tellement d'hypothèses. Mais pour savoir quel est le problème clé, il vous faut la formation. Quand vous êtes formé, vous savez comment faire pour voir si l'écran communique avec la graphique.
si l'écran a signalé sa présence. Quel est le signal qui va signaler la présence de l'écran à la graphique ou bien au processeur pour qu'il envoie l'image? Quel est l'élément qui est le fusible qui va sécuriser la dynamo qui vient à l'écran, le backlight? Le signal backlight enable où je le teste pour savoir si le PCH l'envoie ou bien la graphique l'envoie. Je le teste sur quel élément? Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, avec la formation, vous comprenez tout ça. Vous voyez ici, par exemple, voilà un processeur ici. Le processeur aussi a ses états. Vous voyez l'état, ça c'est un processeur. Processeur Power State. Le processeur a les états. Vous voyez ici. 6-0. Le processeur a 10 états. Il y a 6-0, C1, C2, jusqu'à ça va à C10. Voilà. Comment vous faites pour savoir que le processeur est à l'état C0? À l'état C1 jusqu'à l'état C10. Ici, vous voyez ici par exemple C0 active mode. Quand le processeur est activé, qui tourne, il fonctionne, il est à l'état C0. Même l'état C0 là, mais vous voyez qu'il y a des sous-états de P0 à PN. Il y a des sous-états. À quel moment vous pouvez savoir? Vous voyez C1, auto alt. Voilà, ça c'est un ordinateur. Par exemple, vous êtes en train de travailler après, bon, vous vous êtes levé, l'ordinateur est là. Arrivé un moment, le processeur, il va s'arrêter. L'ordinateur ne s'éteint pas, mais le processeur va s'arrêter pour économiser de l'énergie. Si vous voyez, il va s'arrêter et il va économiser de l'énergie. Est-ce que vous voyez? Il y a plusieurs états. Vous voyez ici, par exemple, C1E. C'est un sous-état de C1. C1E ici, auto-alt. Le processeur lui-même, il s'arrête. Low frequency, low voltage. Il s'arrête. Ça veut dire que il va diminuer sa fréquence, sa cadence. Son horloge, il va diminuer et low voltage. Ça veut dire que il va baisser de tension. Ça veut dire que s'il était en train de travailler avec une tension de 1.2 volts, comme il n'a rien à faire, il ne fait rien, donc il va venir peut-être à 0, peut-être, je prends des ans, 0, peut-être 5 volts, comme ça. Parce qu'il ne travaille pas, donc il va économiser la batterie, l'énergie. Au lieu de rester là à tourner à 1.2 volts pour consommer, il va venir peut-être à 0,1 volts, c'est un exemple. Voilà, donc low voltage. C2, est-ce que vous voyez? C3, on va jusqu'à C3, vous voyez ici, L1, L2, cache flush, clock off. Si vous voyez, je vous ai dit qu'il y a des informations que le processeur garde dans la mémoire cache. Si vous voyez, jusqu'à C3, vous voyez que ces informations tendent à se perdre parce que c'est comme s'il s'est arrêté. Si vous voyez le clock, il a arrêté le clock, l'horloge s'arrête. Le clock s'arrête, clock off. Donc vous allez voir, le clock s'est arrêté. Si le clock s'est arrêté, vous allez voir que les informations dans la mémoire cache là aussi vont partir. Mais l'ordinateur n'est pas éteint, il se repose. Il se repose. Il se repose. Vous voyez ici, à C9, C10, ici là, le processeur s'est arrêté. Il a arrêté de fonctionner. Voilà. Donc, c'est des choses on doit vous apprendre. Parce que souvent, les gens sont là, ils ont des cartes, mais souvent, ça me fait un peu rire. Les gens, ils sont là et puis ils disent oui. La plupart du temps, quand l'ordinateur tourne, le ventilateur tourne et puis il n'y a rien à l'écran, il touche le processeur, il dit ah, le processeur est chaud, donc le processeur travaille. Non, il travaille comment, il a quel état. Il faut voir à quel état il est pour savoir s'il travaille, s'il ne travaille pas, s'il s'est arrêté, s'il est rentré en veille, s'il est rentré en veille, si les cloques sont arrêtées, ou bien s'il est en économie, à C1, est-ce que vous voyez? Tout ça, c'est des signaux. Nous, on travaille avec des signaux. Tel signal est là, donc voilà l'état dans lequel le processeur il ne travaille pas. Tel signal n'est pas là, voilà l'état dans lequel le processeur il travaille ou bien il ne travaille pas. Il y a telle communication, la RAM a perdu peut-être son alimentation, donc on est en veille, toutes les données sont sauvées sur le disque dur. Est-ce que vous voyez? C'est des signaux qui nous font communiquer, qui nous font dire, tirer des conclusions. Mais on ne tire pas une conclusion comme ça. Comme le processeur chauffe, ça veut dire que le processeur travaille. Frère, ce n'est pas vrai.
la tension VCC Core est la dernière tension qui fait démarrer le processeur. Mais avant que cette tension VCC Core ne vienne, frère, avant que le VCC Core ne vienne, le processeur doit avoir toutes ces tensions. Le processeur doit avoir toutes ces tensions. Oh, est-ce qu'il y a un schéma ici? Avant que le VCC Core ne vienne là, le processeur doit avoir toutes ces tensions. Est-ce que vous voyez? Donc, souvent les gens pensent que le processeur, qu'on appelle ça, c'est le V-Core qui... Non. Voilà, dès que vous branchez le chargeur, il y a des tensions qui se créent. Et quand vous êtes même à S3, il y a des fois même à S4, il y a des tensions qui sont déjà au niveau du processeur. Les VCC-SO, les VCC-IO, souvent même les VCC-SE. Voilà, ça dépend des architectures. Il y a des architectures où c'est la puce VRM qui va donner les VCC-SE et même les VCC-IO. Mais il y a des architectures, ce n'est pas eux. Est-ce que vous voyez? Il y a d'autres puces qui donnent les VCC-IO, VCC-ST, VCC-GT, VCC-SE avant même la puce VRM. Et la puce VRM va donner en dernier ressort le V-Core pour que le processeur commence à libérer les codes. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, avant le V-Core, le processeur, il fonctionne. Il y a un travail minimal qu'il fait, qu'il met en place. Il prépare le terrain pour que le V-Core vienne. Pour que la carte démarre. C'est quand le V-Core est venu, on dit que la carte a démarré. Voilà. Mais quand le V-Core n'est pas venu, le processeur n'a pas démarré. Je vous dis toujours que c'est le processeur qui démarre. C'est par abus, on dit que la carte démarre. Ça, c'est par abus. Voilà. Mais avant que le V-Core ne vienne, le processeur n'a pas encore démarré, la carte n'a pas... Mais le processeur, il travaille, il échange avec ses pairs. Vous voyez ici pas OK. Hein? Ici pas OK, système pas OK. Voilà, ça c'est des communications. Hein? Ici, le système pas OK là. Voilà, vous voyez ici, cette porte là va envoyer ce signal au processeur. Mais le processeur, il va répondre. On lui envoie le signal, il va répondre. Est-ce qu'il y a un pas séquence même qui est là? Il va répondre. Voilà. Il n'a pas besoin d'attendre le V-Core pour répondre. Non, non, il répond. Il répond. Voilà. Vous voyez, voilà un pas séquence qui est là. Hein? Voilà un pas séquence qui est là. Vous voyez. Voilà. Il n'a pas forcément besoin du V-Core pour travailler. Il travaille. Le V-Core vient en dernier ressort pour terminer ce travail-là. Vous voyez, tous ces signaux-là. Il y a plein de signaux qui sont là avant le V-Core. Sont là avant le V-Core. Donc, bref, voilà, comme notre contact est là, pour ceux qui ont besoin de plus amples informations, qui veulent en savoir plus, vous nous contactez. Les cours continuent au tarif social. Voilà, notre numéro WhatsApp est là, les deux numéros. Vous pouvez nous appeler, nous joindre. Vous pouvez aller sur notre page Skype, vous tapez Prof Cassel comme ça. Vous nous envoyez des invitations et puis bon, on peut s'appeler pour communiquer, même sur WhatsApp. Vous pouvez nous appeler, envoyer des messages. On peut communiquer, vous donner les informations dont vous avez besoin. Alors qu'il est encore temps, on vous invite à la formation frère. On vous invite à venir vous former. Donc, chers frères,